Taxi FM. Taxi FM. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM. Musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Taxi Presse. Retrouvez tous les jours de 11h à 12h45 Eric Gatan et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité tout azimut. Nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h30 avec Eric Gatan. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre. Aujourd'hui, jeudi et comme tous les jeudis, nous parlons de notre pays avec les acteurs politiques ou de la société civile. Et ce matin, notre invité, c'est le professeur Hachi Ouala, le secrétaire général du SYNFOT, le puissant syndicat des praticiens hospitaliers du Togo. Avec lui, nous reviendrons sur la situation actuelle dans le système de santé, les médecins qui sont en mouvement encore cette semaine jusqu'à demain, vendredi. Et puis on pourra parler également de la synergie des travailleurs du Togo qui projette une manifestation sur samedi prochain, sauf que le maire a refusé de les autoriser à manifester dans la rue, quoique une manifestation silencieuse. Nous reviendrons sur tous ces sujets. Taxi Presse. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre sur la radio Taxi FM. Mais avant, une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce matin. On va commencer par le quotidien Liberté. Liberté qui parle de l'autre succès caché du dialogue politique. Un 4e mandat difficilement défendable pour Faure Gnassingbé. Vous lirez l'article dans le journal. Accusé de militer dans une association proche de l'opposition, le secrétaire général de l'Asvito, objet d'intimidation de sa famille, sa propre famille biologique. Vous lirez l'article dans le journal Liberté. Puis Nouboueke, cette association qui organise ce 31 mars la 2e édition de l'opération Mon sang pour le Togo. Vous lirez l'article dans le quotidien Liberté. Il y a l'hebdomadaire le changement qui revient sur la dernière sortie du président du PNP, Tikpi Achadam. Le président Tikpi Achadam, très très fâché, note notre confrère, qui s'appuie sur la dernière interview. Le morceau choisi, le peuple n'a pas payé ce lourd tribut pour arriver à un gouvernement d'union nationale au bout duquel Faure va se réinstaller. Vous lirez, n'est-ce pas, l'interview, l'article de notre confrère, c'est à la page 4. Renoncement au retour à la Constitution de 1992 dans sa version originelle par l'opposition. Capitulation ou stratégie politique, c'est l'interrogation du journal. Le confrère qui parle également de Kako Noubouko qui quitte donc définitivement la francophonie pour les recherches en vue d'une Afrique forte. Vous lirez l'article dans le journal Le Changement. Et puis l'OTM qui rappelle aux journalistes leurs responsabilités en période de crise. C'est dans le journal Le Changement ce matin. Il y a le journal Le Perroquet. Le Perroquet qui parle du dialogue inter-togolais. Coalition de l'opposition est-elle en train de tomber dans le piège tendu par le pouvoir RPT Unir, les miliciens du pouvoir, les grands oubliés du dialogue, écrit notre confrère. Quand l'importation d'une boisson devient un danger pour la santé des consommateurs, Vaudi, le professeur Moustapha Midiyawa et l'exime Balouki interpellés à ouvrir une enquête sur la canette. L'article que vous lirez donc dans le journal. Et puis, forum présidentiel de la jeunesse en vue. L'autre trouvaille de Victoire Toméga Dogbe qui cache mal la problématique du chômage ambiant au Togo. Et puis, danger à nos portes. Les services des sécurités togolais, désormais, face à un dangereux réseau de gayman. De quoi s'agit-il exactement? Vous achetez le journal Le Perroquet, vous avez tous les éléments là-dedans. Flambeau des démocrates, crise sociale, attention, écrit notre confrère, les élèves sombrent, les patients meurent. L'article c'est dans le journal à la page 4.
Et puis par rapport au dialogue, des efforts et avancées notables, les fruits de la méthode d'Ankwa Akufo-Addo. Le confrère en parle ce matin. Et puis cette question de la décentralisation et ce conflit ouvert aujourd'hui entre le canton de Kovié et le canton de Michintové. Kovié au centre de la polémique, écrit Loïc Lawson ce matin. Il y a aussi le journal des Guardian qui revient sur la grande concession de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition, le pouvoir de Faure Gnassingbé pris à son propre piège, écrit Ambroise Bonjo ce matin. Attribution du chef-lieu de la commune Zior 2. Quelles que soient les gesticulations, Michintové sera rétabli dans ses droits tôt ou tard. Vous lirez l'article dans le journal. Vers l'adoption du nouveau code foncier, plusieurs dispositions protègent le premier acquéreur de bonne foi. Fini les démolitions, écrit notre confrère. Le journal qui parle également de Norbert Zongo, qui dit que toute compromission se paie tôt ou tard. Vous lirez cela dans le journal et puis vous aurez plus d'éléments là-dedans. Autre journal aussi dans les kiosques ce matin, c'est Ouara les vainqueurs. Ouara les vainqueurs qui parle de la prolifération de hate speech et de fake news sur les réseaux sociaux. Le gouvernement togolais très préoccupé, note notre confrère. Abandon du retour à la constitution de 1992 dans sa forme originelle. Une concession malicieuse de la coalition de l'opposition, note notre confrère. Le journal qui parle du Saint-Faute qui lance une nouvelle grève de 4 jours. Le manque d'équipement, un réel problème dans les hôpitaux. Le gouvernement doit prendre le taureau par les cornes. Note Michel Tchaga ce matin. Le confrère qui parle également de la crise dans l'éducation, une crise en voie de règlement. Le Premier ministre reçoit le rapport final du groupe de travail. Vous lirez l'article dans le journal Ouara, les vainqueurs. Et le dernier journal ce matin avec nous, c'est... Non, c'est pas le dernier. Il y a la Nouvelle Tribune. La Nouvelle Tribune qui parle du refus de la candidature de Faure en 2020 par la coalition des 14. L'avis du professeur Magloire Kwakouvi, c'est ce que vous lirez dans le journal. Grosse frayeur au CHU Sylvanus Olympio. De quoi s'agit-il? Vous lirez l'article toujours dans le journal La Nouvelle Tribune, c'est à la page 3. Le confrère qui parle également du port autonome de Lomé. L'UPRAD qui annonce une action d'envergure contre LCT. Lomé conteneur terminal. L'article est à lire dans le journal La Nouvelle Tribune. Et le dernier journal ce matin avec nous, c'est le bi-mensuel Togo Nigban. Togo Nigban qui publie une enquête exclusive sur Kovié contre Michintové, les vraies de l'attribution d'un chef-lieu, c'est à lire dans le journal. Et puis dans l'administration publique, une crise sociale qui perdure dans un mandat social très très fort. Ironise donc le journal. Le confrère qui parle également de la politique avec le dialogue. Le bébé dialogue toujours dans le coma a besoin d'oxygène. On note le confrère. Et puis les réseaux sociaux. Carton rouge au OBOB et fausses informations. Vous lirez l'article dans le journal Togo Nigban. Voilà les journaux qui sont dans les kiosques ce jeudi. Outre Togo Nigban, vous avez la Nouvelle Tribune. Vous avez le journal Ouara les vainqueurs. Des Guardian aussi dans les kiosques, Flambeau des démocrates, le journal Le Perroquet, vous avez le journal Le Changement et nous avons aussi le quotidien Liberté. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Merci de nous écouter sur Radio Taxi FM Lomé. Et comme annoncé, notre invité ce matin, c'est le professeur Achi Ouala. Professeur, bonjour. Bonjour, monsieur Eric Gato. Bonjour à tous vos auditeurs. Comment allez-vous? Ça va, nous rendons grâce à Dieu. Alors, vous êtes le secrétaire du Saint-Faute, secrétaire général du Saint-Faute, le puissant syndicat des praticiens hospitaliers du Togo. Cet adjectif ou superlatif vous a été attribué par la presse depuis quelque temps. Vous l'écoutez sûrement. Qu'est-ce que ça vous dit quand on vous dit que votre syndicat est puissant? Vous êtes puissant par rapport à quoi? Non, je pense que c'est la qualification que certains observateurs ont jugé nécessaire d'attribuer à notre organisation. Mais ce que je pense, c'est que nous sommes une organisation syndicale d'action. Je sais que nous sommes une organisation syndicale qui pose des actions, qui est responsable dans ce qu'elle fait et qui assume ses actions également. Je sais que nous sommes très solidaires
dans cette organisation. Je sais aussi que c'est pas toujours facile de concilier le point de vue de l'ensemble des membres. Mais l'essentiel, c'est que nous savons être solidaires dans des moments difficiles. Nous savons également reprocher lorsqu'il le faut. Je ne peux que souhaiter bon vent à notre organisation. Comment est-ce qu'elle se porte finalement, votre organisation, votre syndicat? Non, notre syndicat se porte bien, sauf que nous sommes en train de traverser une crise sans pareille actuellement. Parce que de ma mémoire, depuis 2005, où nous existons sur le paysage syndical de notre pays, nous n'avons jamais observé d'un mouvement de cette durée et de cette ampleur. Donc, cette crise, elle est sans pareille, mais nous sommes déterminés à aboutir à un résultat. Parce que nous sommes persuadés que ce que nous demandons ne relève que du bon sens. De la détermination, finalement, quand on vous écoute et on écoute certains de vos camarades, est-ce que c'est la même chose chez tout le monde dans le syndicat, ou il y en a qui, entre-temps, ont quitté la barque, des brebis galeuses, qui ne respectent pas forcément ce que vous dites? Sachez que tout ce que nous faisons émane de la base, émane de l'ensemble des travailleurs dans le secteur de la santé. Quand je dis ensemble des travailleurs du secteur de la santé, je vais parler des médecins, des pharmaciens, des infirmiers diplômés d'État, des infirmiers permanents, des sages-femmes, des accoucheuses permanentes, des techniciens de laboratoire, des assistants médicaux, des aides-soignants, du personnel d'appui, du personnel technique, notamment tous ceux qui interviennent dans l'ensemble de la chaîne des soins. Donc, ils s'expriment et nous ne faisons que respecter ce que la majorité dit. Donc, c'est vraiment la démocratie syndicale au sein de notre organisation. Donc, la détermination vient de l'ensemble de ces acteurs que je viens de nommer. Et le bureau ne fait que porter cette détermination affichée par les travailleurs à la base. Et vous ne vous laissez pas marcher dessus au niveau du bureau. Des fois, la base peut vouloir une chose, mais le charisme de ceux qui composent le bureau peut amener ou peut faire en sorte qu'on oriente la détermination autrement pour aboutir au résultat. Non, c'est clair. Nous sommes obligés d'examiner les réalités sur le terrain et de nous assurer que nous sommes en conformité avec la loi. Il y a des décisions qu'il ne faut pas prendre sous le coup de la passion ou sous l'effet de foule. C'est des situations qu'il faut éviter et qu'il faut savoir analyser la tête sur les épaules. Et quand on est responsable devant d'un syndicat, c'est quand même difficile, des fois. C'est pas toujours aisé de choisir les mots qu'il faut pour expliquer et argumenter, une position par rapport à une autre. Le nombre d'années que nous avons passé dans cette organisation, le nombre de contacts qu'on a eu, la formation syndicale qu'on a eue, nous permet quand même de prendre du recul et d'examiner avec beaucoup de responsabilité les actes que nous devons poser pour nous amener au résultat que la majorité attend de nous. Et donc, c'est l'ensemble de ces mécanismes qui nous permet d'être en ciment toujours avec notre base, de rester collé à cette base, tout en sachant lire entre les lignes. Depuis plusieurs jours, le débat tourne autour de vos mouvements de grève. Vous avez organisé des grèves sèches où il y a aucun soin qui est administré, même pas les services minimums au niveau de l'administration publique. Je vais parler des hôpitaux. Cette semaine, vous avez allégé quand même cette grève sèche-là. Il y a des services minimums qui sont administrés. Ça veut dire aussi que vous ne travaillez pas cette semaine. Vous êtes resté à la maison. Oui, nous ne travaillons pas. Je vous interrogeais tout à l'heure sur les motivations par rapport à cela, mais que se passe-t-il dans le système de santé au Togo finalement, professeur Achiwala? Notre système de santé a des difficultés. Il est malade? Il est vraiment malade. Il a des difficultés de plusieurs ordres. Nous avons des difficultés en termes de ressources humaines. Juste une norme. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il faut 25 personnels de santé pour 10 000 habitants. Il faut ce ratio pour permettre au pays d'accéder aux objectifs du développement durable. C'est-à-dire, avec ce ratio,
on est presque sûr que l'ensemble des interventions portant sur les différentes composantes de la santé des populations peut être attribué pour que les gens puissent avoir la santé et travailler et produire de la richesse dans les pays pour que les pays puissent avancer. Au Togo, nous sommes à 5 à peu près. 5 pour 10 000 habitants. Sur les 25 demandés? Sur les 25 demandés. Nous faisons à peine le quart. Voyez un peu? Nous pouvons aller dans les détails. Oui, nous on veut comprendre tout ce matin. Oui, nous pouvons aller dans les détails. Vous allez au CHR Lomé Commune. Le service des urgences là-bas, parfois travaille sans médecin. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Ah, c'est ça la réalité. Parfois, il n'y a pas de médecin. Ils sont où? Il n'y en a pas. Non, comment il n'y en a pas? Il n'y en a pas. Ce service n'a pas de médecin. Parfois, je parle du service des urgences. Vous venez dans un centre comme le CHU Campus, c'est une salle qui est organisée pour accueillir les urgences. C'est une salle dans laquelle vous n'avez ni matériel pour aspirer, vous n'avez ni bouteille d'oxygène. Ça a tout sauf l'air d'une vraie salle des urgences. Je dis une salle. Et c'est un centre hospitalier dit universitaire. Vous allez au CHU Sylvanus Olympio, vous connaissez très bien les urgences chirurgicales. Oui. Vous savez quelle ambiance il y a là-bas. Vous savez dans quelle atmosphère le personnel travaille là-bas. Non seulement parfois les malades sont à même le sol parce qu'il n'y a pas suffisamment de lits, mais l'ambiance même au sein de ce service est difficile à vivre. Vous vous déportez dans les services d'hospitalisation. Parfois, ce sont des accompagnants de malades qui vont arrêter les perfusions, qui vont même faire des soins parce qu'il n'y a pas de personnel pour assurer la garde. On les a préparés pour ça, les accompagnateurs? Est-ce que les accompagnateurs peuvent faire des soins? Ils peuvent administrer des soins? Non, théoriquement non. Dans des hôpitaux dignes de ce nom, il n'y a pas d'accompagnateur. Hein. Lorsque vous êtes hospitalisé, il n'y a pas d'accompagnateur. Parce que les soins corporels sont administrés par les aides-soignants qui sont formés pour. Vous allez au CHU Sylvanus Olympio, dans certains services d'hospitalisation, c'est ce que vous allez rencontrer. Il n'y a pas de personnel pour assurer la garde. Pourquoi? Parce que dans un tel service, vous allez voir qu'il y a 2 infirmiers, dont un surveillant. Comment est-ce que la garde peut se faire entre ces 2 personnes? Le repère que nous avons, c'est le service de la réa polyvalente, de la réanimation polyvalente, qui avait été ouvert il y a de cela 5-6 ans. Ce service a été ouvert avec 12 lits. Et les 12 lits étaient équipés comme cela se doit. C'est-à-dire il y avait les respirateurs, il y avait les moniteurs multiparamétriques, il y avait les aspirateurs. Aujourd'hui, vous allez à la réa polyvalente, il n'y a que 3 respirateurs qui marchent. Comment est-ce que vous vous êtes débrouillés, vous, les médecins? Il n'y a qu'un seul aspirateur. Pour gâter ça, c'est vous qui avez gâté. Est-ce que c'est les médecins qui gâtent le matériel? C'est le patient? Sachez que le matériel, un matériel médical, lorsqu'il est acquis, il l'est pour un temps donné. Parfait. Et c'est écrit, celui qui a fabriqué le matériel, il vous dit, après 2 ou 3 années d'utilisation, il faut qu'il sorte du circuit pour révision. Pour voir s'il répond toujours aux normes, auquel cas, soit on le répare. Pour ne pas fausser le diagnostic. Exactement, auquel cas, on le sort du circuit. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est le problème de personnel. Allons maintenant au niveau des infrastructures, qu'elles soient mobilières ou immobilières. Nos 2 hôpitaux, surtout celui de Tokoin, baptisé Sylvanus Olympio, il a été construit dans les années 1954. Il a été construit dans les années 1954, avant même les indépendances. C'est le site de l'ancien aéroport. Exactement. Et des services sont venus se greffer. À l'époque, il a été construit pour combien d'habitants? Il a été construit pour former combien de médecins? Pour former combien de personnel professionnel de la santé? Voyez un peu la démographie aujourd'hui. Voyez les offres de soins aujourd'hui. C'est difficile. Au niveau du mobilier, vous savez un peu comment se comporte la literie aujourd'hui dans nos hôpitaux. Mais
Vous voyez des matelas, vous n'allez jamais accepter qu'on vous installe dans ces matelas. C'est déchiré par endroits. Vous avez des matelas déchirés? Vous avez des matelas dans lesquels il y a des chenilles parfois? Des chenilles à l'hôpital? Oui, bien sûr. C'est ce qui se passe. Nous sommes arrivés là, pourquoi? Parce que comme je le disais tout à l'heure, le matériel médical, lorsqu'on l'acquiert, il est acquis pour une durée donnée. Il ne peut pas être là indéfiniment. Sinon, on n'est pas performant. Dans plein de formations sanitaires, vous allez au CHU Sylvanus Olympio, au CHU Campus. Mais pour avoir un bureau, pour avoir une salle où entreposer ses effets, où s'échanger, c'est la croix et la bannière. Pour les médecins? Pour les médecins, c'est la croix et la bannière. Dans les bureaux, avoir la chance d'avoir de la climatisation, c'est pas donné. Nous parlons là des infrastructures mobilières. Parlons maintenant des équipements eux-mêmes. C'est difficile. Vous allez dans un service de chirurgie où il faut plusieurs chariots de soins, il faut plusieurs brancards, où il faut... Là, je vous parle du matériel d'une nécessité extrême. Est-ce que c'est normal qu'un traumatisé de la jambe, par exemple, on le transporte sur un vélo? Est-ce que c'est normal? Non. Au CHU, c'est venu sur le par exemple. Est-ce que c'est normal? On transporte des gens sur des vélos? Monsieur Rigato, est-ce que c'est normal qu'on le transporte sur un vélo? Bon, est-ce que ça arrive? C'est un vélo hospitalier quand même. Hein? C'est-à-dire, c'est un fauteuil roulant. Un traumatisé du membre de la jambe, est-ce qu'on peut le transporter sur un fauteuil roulant? Non. C'est sur un brancard qu'il faut le transporter. Oui. Il n'y en a pas aussi de brancard? Un malade ou c'est des brancardiers qui n'existent pas? Il n'y a pas de brancard, monsieur Rigato. Est-ce qu'un malade dont l'état est précaire ou instable, on peut le transporter sur une distance donnée pour aller dire qu'on fait un examen? Alors qu'on a besoin de cet examen pour avancer dans les soins pour ce patient. Voilà un peu les conditions dans lesquelles, tant bien que mal, les praticiens essayent d'administrer les soins. À côté de ça, dire que la majorité de ce personnel, parce que au niveau des formations sanitaires publiques au Togo, nous sommes à peu près autour de 10 500, un peu moins de 11 000. Dire que la majorité, c'est-à-dire les 3/5, ne sont pas fonctionnaires. Ils sont non fonctionnaires. C'est-à-dire qu'ils sont soit recrutés par les programmes, soit recrutés par la communauté à la base, donc rémunérés en fonction de ce que les collectivités peuvent donner, donc ne peuvent pas bénéficier de la retraite demain. Ce que je vous décris, si vous allez à l'arrière-fond du pays, si vous vous déployez, vous pouvez aller au centre médico-social de Ketao aujourd'hui. Oui. Centre médico-social de Ketao dans la Bina. Oui. Vous leur demandez leur effectif. Ils vont vous dire qu'ils sont une vingtaine. Sur la vingtaine, il y en a 4 qui sont fonctionnaires. Et les autres? Les autres ont été recrutés par les communautés à la base parce que les besoins et les demandes en soins sont là. Et dire que ceux-là qui travaillent, qui permettent à l'État d'exister, parce que l'État, effectivement, ne peut pas être partout quand même. Ça, nous le savons, l'État ne peut pas être partout. Mais l'État doit garantir quand même les soins à sa population. Que ces gens qui ont permis à l'État et qui permettent à l'État d'exister à ces endroits difficiles, que ces gens ne peuvent pas bénéficier de la retraite demain. Que ces gens ne sont pas rétribués à la hauteur du travail qu'ils produisent. Ça vous préoccupe en tant que syndicat? Ça doit nous préoccuper. Parce que si ça ne nous préoccupe pas, ce n'est pas normal. Ça s'appelle du travail précaire. Et dans ces conditions, les gens subissent le travail. Nous ne pouvons pas l'accepter pendant longtemps. Ça fait partie de l'une de nos préoccupations pour lesquelles, aujourd'hui, nous sommes obligés de passer par les mouvements de grève dans les hôpitaux. Voilà un peu de façon ramassée le tableau dans lequel nous évoluons. Alors, en préparant cette émission, je suis tombé sur un message sur un forum WhatsApp. Je vais vous le lire pour que vous me dites si c'est vrai, cette situation telle qu'elle est décrite aujourd'hui. Il semble que c'est un coup de gueule d'un médecin togolais qui dit « Actuellement, le personnel médical du Togo vient d'amorcer une lutte pour l'intérêt de notre population. Nous avions vu beaucoup de parents et amis proches perdre leur vie par faute de moyens et de personnel. Les services des urgences ne disposent pas d'aspirateurs pour désobstruer les patients inconscients. Nous n'avons pas d'ambulance médicalisée.
Nous aggravons les cas des blessés au cours de leur transport, soi-disant pour aller faire le scanner dans les cliniques privées dans un but diagnostique. L'administration de l'hôpital n'est pas en mesure de mettre à notre disposition simple échographe pour diagnostiquer une simple appendicite. Pas de bureau pour un grand nombre de médecins pour examiner les patients. Pas de ventilateur ni climatisation aux urgences des blessés. Les mauvaises odeurs et la chaleur se côtoient. La réanimation polyvalente est à 25 000 francs CFA par jour à la charge du patient, en dehors des médicaments que les patients achètent eux-mêmes. Tout patient qui entre au bloc doit payer 5 000 francs CFA de frais d'oxygène, utilisés ou non. La plupart des salles communes ne disposent pas de grilles anti-moustiques. Les NACO sont cassés. Les médicaments essentiels à usage hospitalier inexistants. Pas de prise en charge de premiers soins aux patients sans parents ou sans moyens. Pour les fonctionnaires assurés INAM, pas de prise en charge pour eux en urgence les nuits et les week-ends. C'est le tableau qui a été dressé par quelqu'un dont on dit qu'il est médecin togolais. Est-ce que ce tableau, c'est le vrai aujourd'hui? Non, je pense que le collègue qui a dressé ce bilan est exactement au parfum des informations. Il n'a dit que la vérité. Vous voyez très bien que dans ses écrits, on voit qu'il y a des problèmes en ressources humaines, il y a des problèmes en infrastructure mobilière et immobilière, il y a des problèmes surtout en équipements médicaux de base pour essayer de redonner la vie aux malades dont le pronostic est engagé. Vous voyez très bien aussi qu'il y a beaucoup de difficultés dans l'exercice, dans l'administration des soins. Parce que quand il dit dans un service que les odeurs et la chaleur se côtoient, nous sommes des humains quand même. Hein. Vous voyez un peu ce que les gens vivent sur leur lieu de travail. Oui, mais vous êtes de la traumatologie, vous intervenez au niveau des urgences. Quand ça se passe comme ça, comment est-ce que vous vous débrouillez? Dites-nous un peu. Nous subissons. Nous subissons. Chaleur, odeur. Nous subissons. C'est pas pour autant ça qui est le plus grand problème. Parce que nous avons fait le serment de sauver la vie et d'apporter assistance à toute personne qui est en danger. C'est pas pour autant ça qui est difficile. Mais le fait que nous n'avons pas le minimum, c'est-à-dire, je n'ai pas de brancard pour pousser un malade qui mérite d'être poussé sur un brancard. Je ne peux pas lui faire l'examen nécessaire pour savoir ce qu'il faut lui faire dans les secondes qui suivent. C'est surtout ça qui est difficile pour le personnel soignant. Vous savez, lorsque vous prenez des gardes, lorsque vous assumez des astreintes, et que pendant une semaine, on conduit les gens à la morgue, vous pouvez beau avoir la carapace, vous pouvez beau avoir la psychologie forte. Vous versez des larmes. Vous déprimez. Carrément. Et il y en a parmi nous qui ont fait des dépressions. C'est ce qui se passe sur nos lieux de travail. C'est pour ça que ces derniers jours, vous avez organisé des manifestations ou des grèves sèches où durant plusieurs jours, vous avez refusé carrément de sauver des vies humaines. Vous aussi, vous en rajoutez au problème qui existe déjà. Quand vous fermez tous les centres. Monsieur Rigato, est-ce que vous pensez que nous pouvons être plus sinistrés que ça? Est-ce que vous pensez que nous pouvons avoir plus de morts que ça avant de réagir? Oui, mais c'est-à-dire qu'il y a des morts faute des moyens qu'on vient d'évoquer là, mais quand vous décidez de quitter même le travail, même pas de service minimum, est-ce que vous aussi vous rajoutez pas finalement aux problèmes qui sont là? Le Synfort n'a jamais fait de grève sans service minimum. Nous avons régulé ce service minimum là. Non, mais il y a eu des grèves sèches la dernière fois. Je répète mes mots et je pèse les mots que j'utilise. Je dis le Synfort n'a jamais fait de grève
sans service minimum. Nous avons régulé ce service minimum. Nous avons dit que les malades qui sont dans les réanimations, les malades graves dans les réanimations, les malades qui ont besoin des services névralgiques comme le Centre national de transfusion sanguine, Oui. l'hémodialyse, que ces services soient ouverts. Oui, ces 3 services, Ils ont travaillé. vous savez que ce n'est pas suffisant. Donc personne ne peut nous dire que nous avons fait une grève sans service minimum. Je voudrais déjà redresser cela. Mais ce n'est pas suffisant, vous savez. Oui, mais quel est le fait de la grève? Quel est le fait de la grève? On ne peut pas chercher une chose et son contraire à la fois. Pourquoi sommes-nous arrivés à la grève? Parce que cette affaire dure depuis le mois de juillet. Après notre tournée au mois de mai, nous avons exprimé nos difficultés aux autorités. Nous sommes passés par des lettres, par des courriers. Nous avons même échangé sur ces problèmes. Mais nous nous sommes rendus compte qu'il n'y a pas une volonté affichée de proposer des solutions. On est arrivé au préavis. Nous avons fait des sit-ins avant que la grève n'arrive. Comment est-ce que vous expliquez ça finalement, que l'autorité ne veuille pas discuter véritablement avec vous? Un peu de mépris à votre endroit, à l'endroit du syndicat? Non, il appartient à chacun d'apprécier, M. Rigato. Il appartient à chaque Togolais d'apprécier l'attitude de nous, les travailleurs aussi, et puis des gouvernants. Je remarque simplement que le mercredi, nous avons été conviés à une rencontre. Il y a une semaine. Il y a une semaine, 21 mars, au ministère de la Santé, de la Protection sociale. Et au cours de la rencontre, le ministre a souligné qu'il souhaitait échanger avec nous et nous rappeler le film des rencontres qu'on a eues jusqu'à ce jour, puis dire ce que le gouvernement fait. Dans ce que le gouvernement fait, le ministre nous parle de la contractualisation que le gouvernement a expérimenté à Takwame et qui porte, d'après lui, un bon projet finalement. Et qui porte d'après lui des espoirs et pour lequel il est dans le processus d'extension aux autres formations sanitaires et lequel projet doit pouvoir permettre de mieux gérer les centres, générer les ressources et équiper les hôpitaux. Voilà un peu la logique dans laquelle le gouvernement est. Et dans le même temps, le gouvernement nous dit qu'il a mis en place un groupe de travail dans lequel nous pouvons discuter de tous les sujets, même ceux qui ne sont même pas inscrits à l'ordre du jour. Un groupe de travail a été mis en place pour discuter avec vous. Nous avons dit clairement le 21 novembre 2017, dans un courrier adressé au ministre de la fonction publique et à son homologue de la santé, que pour nous, il y a des questions urgentes qui nécessitent des solutions dans l'immédiat. Pour les questions qui relèvent des tests, oui, on est conscient qu'un test, un projet de loi ne peut pas du jour au lendemain voir le jour. Il faut du temps. Il faut arrondir les angles. Mais quant à ce qui concerne le problème de recrutement du personnel, du reversement des contractuels à la fonction publique, de la restauration des 9 agents du CMS Bepota licenciés dans leurs droits, et puis du rééquipement des hôpitaux, ce sont des questions importantes pour les agents de santé. Ces questions doivent ou méritent des discussions dans les médias pour des solutions dans les médias. Alors, quelle a été la réponse du ministre quand vous lui avez opposé l'urgence de vos revendications ou de certains points de vos revendications, plutôt que de vous retrouver dans un groupe de travail qui mettra du temps pour pouvoir régler les problèmes qui sont là, patents sur le terrain? Non, le ministre nous a dit qu'il nous comprenait, mais que le gouvernement n'entend pas se départir de sa méthodologie de travail. C'est-à-dire que nous devons aller dans un groupe de travail proposé par le gouvernement et puis ensuite suivre le plan quinquennal de 2017-2020. Oui, de développement sanitaire qui a été adopté, qui couvre la période 2017-2022. Alors, on comprendra que c'est la réponse du gouvernement aujourd'hui à vos préoccupations. C'est ça qui vous a amené cette semaine à durcir encore le ton? Pour nous, cette rencontre était plutôt une rencontre d'information.
puisque nous n'avons pas discuté, nous n'avons pas négocié de notre plateforme. Oh, vous voulez discuter, négocier? Nous voulons discuter de notre plateforme. Nous voulons savoir ce que le gouvernement pense du reversement des contractuels à la fonction publique, de l'équipement des hôpitaux, de la construction de nouvelles infrastructures hospitalières, et puis du recrutement du personnel pour renforcer les effectifs déjà existants. Ces questions pour nous sont vraiment des questions importantes pour lesquelles nous demandons à négocier avec le gouvernement. Il y a des stagiaires dans les hôpitaux, vous voulez qu'on les engage maintenant, c'est ça? La question des contractuels englobe aussi quelque part les stagiaires, c'est-à-dire ceux qui sont issus du programme ANPE, du programme Provonat. Oui, c'est des travailleurs qualifiés qui ont déjà prouvé, même si ce n'est pas autant que les contractuels habituels, même si ce n'est pas le même nombre d'années d'expérience. Oui, ils ont déjà une expérience sur le terrain qui peut faire valoir. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de personnel qualifié. Les écoles de formation, l'ENAM, produit chaque année 120, 130 infirmiers. Chaque année. Diplômés d'État. Chaque année. L'école des sages-femmes, elle produit des sages-femmes. Il y a des concours aussi comme cela pour les recruter dans l'administration publique. S'il y avait des concours, est-ce que nous allons nous plaindre aujourd'hui du déficit et de l'insuffisance d'effectifs dans les hôpitaux? Mais qu'est-ce qu'on fait d'eux là? Ceux qui sortent chaque année? Mais ils chôment. Alors que vous avez des besoins sur le terrain. Exactement. C'est bien ça. Quelle va être la suite? Qu'est-ce que vous entendez faire prochainement? Alors, depuis le 3 janvier dernier, vous l'avez d'ailleurs appelé dans votre préavis de grève, votre secteur d'activité est marqué par des mouvements sociaux dans les formations sanitaires publiques. Et vous avez cherché à discuter avec l'autorité, vous avez fait plusieurs jours de sitting et de grève, mais il n'y a toujours pas de solution. Cette semaine, vous manifestez de nouveau, vous êtes en grève, il y a des services minimums qui sont administrés quand même. Ça va finir demain. Sûrement qu'au bout de la journée de demain, il n'y aura aucune solution qui vous sera proposée. Vous allez reconduire le mouvement jusqu'à quand? Non, le lundi, le lundi à l'Assemblée générale, nous avons décidé, comme vous l'avez lu tout à l'heure sur le courrier que nous avons adressé aux autorités, nous avons décidé d'observer la grève les 4 derniers jours de la semaine, c'est-à-dire le mardi, mercredi, aujourd'hui jeudi et puis demain vendredi 30 mars 2018. Nous nous retrouverons le mardi prochain pour faire l'état des lieux et voir si les lignes ont bougé. Si les lignes ont bougé, nous aviserons. Si les lignes n'ont pas bougé, bon, les travailleurs nous diront ce qu'ils pensent de la suite. Oui, jusqu'à quand allez-vous continuer par observer ces mots d'ordre de grève qui, au bout, n'émeuvent même pas l'autorité? Je me pose la question. Vous avez le sentiment que ça les gêne? Oui, mais est-ce que c'est normal, M. Rigato? Est-ce que c'est normal qu'un secteur de la santé de tout un pays ne marche pas et que ça n'interpelle pas, les gouvernants, ça n'interpelle pas les politiques, ça n'interpelle pas... oui, même s'il y a quelques associations, quelques organisations de la société civile qui sont venues aux nouvelles, mais quand la santé est menacée, ça doit susciter les réactions de partout. En réalité, nous sommes tous en danger. Ce mouvement n'est dirigé contre personne. Nous sommes tous dans la même barque. Et si elle coule, nous coulerons tous avec elle. Il semble que vous désertez, c'est vrai, les centres publics pour occuper vos cliniques ou certains de vos collègues. Et ils soignent les patients là-bas. Les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent. C'est vrai? Dans le mot d'ordre que nous avons lancé, j'ai demandé à nos collègues, à nos confrères de suspendre leurs prestations privées. Et nous sommes même en discussion actuellement avec l'Association des médecins privés du Togo. Nous avons déjà rencontré l'ordre des médecins. Nous rencontrerons l'ordre des pharmaciens et celui des chirurgiens dentistes. Tous les ordres professionnels doivent être contactés et mis au parfum
de la situation dans notre secteur. Non, vous n'allez pas demander aux pharmaciens de ne pas vendre des produits. Monsieur Rigaton, Vous allez l'exercice utiliser tous les moyens dont vous disposez. l'exercice du métier de pharmacien est un exercice qui est connexe, si vous voulez, avec l'exercice de la médecine. Nous sommes des voisins immédiats. Si nous nous portons mal, nos collègues pharmaciens doivent aussi se sentir concernés quelque part. Donc, quelque part, ils doivent manifester leur solidarité vis-à-vis de ce qui se passe au niveau des médecins, au niveau du corps médical en général. Donc, l'ensemble de tous ces acteurs doit pouvoir se prononcer sur ce que nous vivons actuellement. Vous pensez qu'ils comprendront votre cri de détresse et s'associer à votre mouvement? Beaucoup comprennent. D'ailleurs, c'est l'Ordre national des médecins du Togo qui spontanément a cherché à nous rencontrer. C'est vrai que nous aussi, nous faisions des tractations pour discuter avec eux. Mais ils ont échangé avec nous. Et ils nous ont dit qu'ils vont rencontrer le ministre de la Santé et voir la suite. Nous avons rencontré une organisation de femmes aussi dans l'OANEP qui est vraiment préoccupée par la situation. Oui, les femmes. Cette semaine, on a vu quelques-unes des femmes enceintes au CHU Sylvanus Olympio se mettre dans la rue et réclamant les médecins. Il se passe quoi? Vous les avez manipulées? Vous pensez que les femmes enceintes ont besoin d'être manipulées? C'est ce qui se dit. Moi, je ne fais que rapporter ce qui se dit. Oui, mais vous pensez que les médecins, les médecins sont obligés d'aller dire aux femmes enceintes, oui, nous devrions en principe bénéficier de consultations prénatales, comme nous n'en avons pas. Bon, allez-y dans la rue. Vous pensez que les femmes enceintes sont... elles ne réfléchissent pas d'elles-mêmes? Elles sont plus préoccupées que nous. Elles sont préoccupées d'abord par leur vie, ensuite par la vie des êtres qu'elles portent en elles. Et on ne peut pas rester insensible à une situation pareille. Vous avez demandé il n'y a pas longtemps la démission même du ministre Moustapha Midjiyawa. Vous persistez? Vous réclamez son départ du ministère de la Santé? La démission Vous du avez été ministre... déçu finalement qu'un de vos collègues qui prend ce ministère n'est plus jamais parvenu à régler vos problèmes, alors qu'il est du corps et qu'il subit les mêmes affres avant, il y a quelques années seulement. Monsieur Rigaton, la nomination du professeur Midjiyawa à la tête du ministère de la Santé a suscité beaucoup d'espoir dans nos rangs. Nous étions confiants. Et nous avons tout fait pour l'accompagner dans sa mission. Mais aujourd'hui, chacun peut se faire une idée du bilan qu'on peut faire de son passage à la tête de notre ministère. Concernant sa démission, oui, les travailleurs demandent, et ils ont demandé, et de façon incessante, ils continuent de demander sa démission. Mais la démission de l'actuel ministre de la Santé n'a jamais été une demande officielle du Synfot. Ça n'a pas encore fait l'objet d'une revendication officielle du Synfot. Nous demandons que... Les syndiqués demandent quand même Les syndiqués demandent. qu'il quitte son ministère. Ils continuent de le demander. Parce que déçus par la façon dont il gère notre ministère. Nos demandes officielles se résument au reversement du personnel non fonctionnel à la fonction publique, au recrutement du personnel pour que nous ayons des effectifs raisonnables dans les hôpitaux, pour que nous n'ayons pas à continuer à subir le travail sur nos lieux de travail, que les hôpitaux soient rééquipés au strict minimum, qu'on envisage en construire de nouveau. Ça, ce sont des revendications qui nous tiennent à cœur. En construire de nouveau, le gouvernement semble avoir répondu à votre appel puisque plusieurs informations ont été publiées par la presse ces derniers jours où le gouvernement togolais annonce la construction d'ici à 2020 d'un centre hospitalier de référence. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ce que vous avez demandé. C'est bien. Nous espérons que cette information va être traduite dans la réalité. Parce que ce n'est pas les exemples qui manquent. Hein. Vous vous rappelez un peu du train de Bolloré? Oui. Vous vous rappelez un peu? Oui, bien sûr. Il est devenu quoi actuellement?
Il doit être à la gare. Hein. D'accord. Donc, nous attendons de voir. Vous croyez pas? Mais actuellement, ce que nous demandons, le Togo a besoin d'avoir un centre de référence dans la partie méridionale et un autre dans le septentrion. Il faut que nous voyions venir cela. Et qu'on équipe celui de Lomé. Qu'on équipe les 3 CHU et les 6 CHR que nous avons. Qu'on les équipe au strict minimum pour permettre aux agents de montrer ce dont ils sont capables. Est-ce que vous avez le sentiment que ceux qui administrent ces centres partagent la même vision que vous? Visiblement, c'est eux les patrons de ce centre, mais ça ne les émeut pas finalement. Oui, c'est l'impression. De ces CHU, CHR. Oui, vu de l'extérieur, c'est l'impression qu'on a. Parce que la dernière fois, le mercredi 21 mars au ministère, nous étions au ministère avec des directeurs d'hôpitaux. Pas des moindres. Et ils se sont plaints aussi de la situation? Personne n'a jamais dit quoi que ce soit. Personne n'a jamais dit quoi que ce soit. Qui ne dit rien, consent, c'est ça? Mais je vais vous dire, M. Rigato, que certains directeurs ont exprimé les besoins de recruter au ministre de la Santé. Puisque des chefs de service ont constaté que dans les services, il était difficile de continuer par donner les soins du fait des sous-effectifs qu'on avait. Donc, des chefs de service ont exprimé des besoins en termes de recrutement du personnel. Et cela a été remonté par les directeurs de certains hôpitaux au ministre de la Santé. Et ça, si vous voulez, vous pouvez interroger certains directeurs des hôpitaux sur cette question. Même le ministre lui-même, vous pouvez l'interroger. Si je mens, tout le monde saura. Le ministre, il est plus poétique qu'autre chose. Nous l'avons déjà interrogé ici. On sait à quoi ça ressemble véritablement. Alors, le système de santé au Togo, quand on vous écoute parler, on a le sentiment qu'il est en dedans presque. Il faut le repenser aujourd'hui. Il faut forcément le repenser. Il faut des réformes. Il faut vraiment des réformes au niveau du secteur de la santé. Et puisque ça nécessite des réformes d'envergure, il ne faut pas que ces réformes soient imposées. Vous savez, on a 2 regards. On a 2 perceptions, vous avez dit, d'une réforme. Soit elle est vécue de façon bienveillante, elle est accompagnée, c'est-à-dire elle est acceptée, ou alors on s'en méfie. Et lorsqu'on est dans la position de méfiance, cette réforme peut échouer. Une réforme n'a jamais fait du bien. Hein. Une réforme ne fait jamais du bien. Ce que vous réclamez là, ce sont des réformes. C'est exactement des réformes. Et il faut que les acteurs soient impliqués. Je me rappelle, entre-temps, le directeur du CHU, Sylvanus Olympio, a mis en place un certain nombre de mesures. Notamment, si les médecins quittent l'hôpital, il faut qu'on fouille leur sac. On a mis un système de contrôle. Mais ça ne vous a pas contenté. Vous trouvez normal? Monsieur Rigato, est-ce que vous trouvez normal dès que vous venez le matin? Les patients se plaignent. Je vous pose la question. Ils se perdent. Je vous pose la question. Est-ce que vous trouvez normal, dès que vous voulez venir travailler, que le gardien qui est à l'entrée fouille votre sac? Et dans un hôpital, quel regard on veut que les gens aient sur les médecins? Qu'est-ce qu'on veut dire des médecins? Quelle image on veut renvoyer? Non, il ne faut pas être dans des histoires de ce genre. Ça ne se passe pas. Le médecin est un personnage respectable et respecté dans la société. Cela ne veut pas dire qu'un médecin ne peut pas faire d'erreur. Cela ne signifie pas qu'un médecin ne peut pas commettre de faute. Si M. Walla est voleur, arrêtez M. Walla, appliquez-lui les sanctions qu'il convient. Si un infirmier ou un garde-malade a volé ou a empoché les médicaments d'un patient, dès que la vérité est établie, qu'on lui applique les tests. Point barre. Le reste, c'est du zèle, c'est de la manipulation pour rien. En tout cas, nous n'acceptons pas ça. Quand quelqu'un est en faute,
il faut lui appliquer la sanction qui correspond à la hauteur de sa faute. Nous ne demandons pas autre chose. D'ailleurs, l'homme est imparfait. Nous avons l'imperfection. Nous avons les germes de l'imperfection en nous. Et il faut ça, il faut ces sanctions pour souvent nous rappeler qu'elles nous servent de boussole. C'est ce que les médecins demandent. Vous avez fait des sittings devant l'administration du CHU Sylvanus Olympio. Visiblement, ça n'a pas donné grand-chose, ça n'a pas ému le patron de l'administration. Vous observez des mouvements de grève à travers les centres publics. Visiblement, ça ne gêne pas les gens. Vous pouvez être amenés à sortir de vos centres et aller peut-être faire un sitting, par exemple, à la présidente de la République. Mais vous pensez que nous avons moins de liberté que les autres organisations? Nous sommes des citoyens et la Constitution nous consacre des libertés. Si nous voulons manifester publiquement notre mécontentement, il y a des règles. Les règles sont tracées par la loi, nous allons les observer. Ce que je voudrais savoir, est-ce que vous allez évoluer dans les prochains jours, si rien n'est fait, dans votre façon de manifester, de réclamer? Il n'est pas exclu. Je pense qu'il ne faut pas exclure. Il n'est vraiment pas exclu que la situation progresse. Il n'est pas exclu que nous manifestions dans les rues notre mécontentement. Il n'est pas non plus exclu que nous nous présentions devant notre ministère de tutelle. C'est notre constitution, c'est notre loi fondamentale qui nous reconnaît cette liberté. Pourquoi est-ce que vous ne saisissez pas directement le chef du gouvernement sur ces questions, par exemple? Pourquoi devrions-nous occulter le ministre de la Santé? Mais ça fait plusieurs fois que vous lui écrivez. Il ne répond pas. Vous pensez que le chef du gouvernement n'est pas informé? Est-ce que vous pensez qu'il n'est pas informé? L'avez-vous touché? Officiellement? Oui. Vous voulez dire? Oui. Non, pour nous, officiellement, le premier interlocuteur, c'est notre ministre de tutelle. En tout cas, il a la mission d'administrer son ministère. Nous restons dans la loi. Oui, mais ça coince là, avec lui. Il appartient au gouvernement d'apprécier. Vous pensez que le Premier ministre ne peut pas s'auto-saisir? Vous pensez que le chef du gouvernement ne peut pas venir aux informations? Si la situation telle qu'elle se présente nécessite qu'il fasse ce pas. Donc il n'y a pas de... Nous sommes une organisation syndicale, nous respectons les dispositions qu'il y a. Notre premier interlocuteur, c'est notre ministre. Et évidemment, on sent qu'il y a une forme de blocage. Et c'est ce qui pousse les travailleurs à demander la démission du ministre de la Santé. Et j'ai dit, si cette situation perdure, il n'est pas exclu que nous manifestions notre mécontentement publiquement. Autrement. Autrement. Est-ce qu'il vous arrive de penser à ces populations qui ont besoin de soins régulièrement, qui ont besoin de soutien? Ou c'est ça qui vous pousse à réagir comme cela? C'est pas simple. Cette question que vous me posez n'est pas simple à répondre. J'ai dit tout à l'heure que nous perdons nos parents. Et d'ailleurs, le message que vous avez lu tout à l'heure, oui. Vous avez vu que oui, vous avez vu que le confrère, il a commencé par ça. Nous perdons nos parents, nos voisins. Bref, nous perdons des Togolais. Une mort évitable est une mort de trop. Une mort évitable pour cause de maladie est une mort de trop. Moi, c'est mon serment d'Hippocrate qui me permet de réfléchir et de penser comme ça. Sauver des vies humaines. Point barre, c'est notre mission. Mais à partir du moment où sauver les vies humaines devient impossible, on fait quoi? Ben, on ne cherche pas tous les moyens pour les protéger. C'est pas possible, on fait quoi? Vous n'avez pas les moyens, on fait quoi? Non, mais,
Vous, monsieur Eric Gator, si votre micro ne marche pas, est-ce que vous allez émettre? Est-ce que ceux qui sont, je ne sais pas moi, sur le pic d'Agou peuvent vous écouter? Le technicien va se débrouiller. Non, votre micro ne marche pas. Votre micro ne marche pas. Nous allons marquer une pause, professeur Achi Ouala, et nous allons continuer le débat après, dans 2 minutes environ. Nous allons revenir également sur la synergie des travailleurs du Togo, puisque votre syndicat est membre de cette synergie qui appelle à manifester samedi, sauf qu'au niveau des gouvernants, on n'est pas d'accord, parce qu'il y a un accord qui lie le gouvernement à la coalition des 14 partis de l'opposition qui dit qu'il n'y aura pas de manifestation durant tout le processus électoral. Et cet accord, vous êtes opposé aujourd'hui. On va en parler dans la seconde partie de Taxi Presse. 93.1 Taxi FM. Sur Taxi FM, l'info roule. Seconde partie de Taxi Presse. Notre invité ce matin, c'est le professeur Achi Ouala. Il est le secrétaire général de la synergie des travailleurs, non, beaucoup plus du Synfot, le syndicat des praticiens hospitaliers du Togo. Tout à l'heure, nous parlerons de la synergie des travailleurs du Togo, bien entendu. Professeur Achi Ouala, aujourd'hui, la situation semble compliquée au niveau de vous, les praticiens hospitaliers. Tout est bloqué. Vous manifestez depuis le début de l'année pour mettre pression sur le gouvernement. On a le sentiment que ça ne marche pas. Est-ce qu'il peut arriver qu'en dehors du ministre ou du Premier ministre, vous saisissez directement le chef de l'État? Encore, je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure. Celui qui est chargé par le gouvernement d'administrer le secteur de la santé, c'est le ministre de la Santé. Alors, à la tête du gouvernement, il y a le Premier ministre. Et à la tête de l'exécutif, il y a le chef de l'État. Est-ce que vous pouvez penser un seul instant que nos plus hautes autorités ne soient pas informées de la situation actuelle? Oui, ils peuvent Je être rappelle informés. que ça fait 3 mois. Oui, ça fait 3 mois. Depuis le 3 janvier jusqu'à aujourd'hui, ça fait bientôt 3 mois que les Togolais ont du mal à se faire soigner dans les hôpitaux. Et depuis récemment, depuis 2 semaines, quasiment, il n'y a pas de soins pour les malades non graves. Enfin, les malades non graves cliniquement. Oui. Est-ce que vous pensez que les premières autorités ne sont pas informées? Elles ne savent pas que cette situation prévaut? Tout le monde est au courant. Tout le monde sait ce qui se passe. D'autant plus que nous avons écrit. Et à chaque fois que nous adressons nos correspondances, c'est avec une copie pour le Conseil national du dialogue social. Une copie pour les autres centrales syndicales. Et ce fameux Conseil dialogue social, qu'est-ce qu'il dit? Rappelez-vous un peu du problème dans le secteur de l'éducation. Et bien sûr. Qu'est-ce que le Conseil national du dialogue social a pu faire? C'est un instrument que le gouvernement lui-même a mis en place pour discuter des problèmes sociaux. Mais quand vous regardez les attributions de ce conseil, il n'est pas un organe de décision. Le conseil n'a pas de force. Le conseil ne peut que proposer. Et évidemment, il appartient au gouvernement d'arbitrer, comme ils le disent eux-mêmes. Donc ça ne sait pas grand-chose. Évidemment. Et donc les Togolais vont attendre et prier pour que vous et le gouvernement vous trouviez une solution afin de les soigner. C'est ça. Malheureusement, nous n'avons que la prière. Malheureusement. D'accord. On quitte le domaine du rationnel et on tombe dans l'irrationnel. Très bien. Merci beaucoup de nous avoir aidé à comprendre au mieux
la situation qui existe aujourd'hui au niveau du secteur de la santé. C'est vrai que depuis quelques temps également, au niveau de l'éducation, ça ne marche pas trop fort. Les enseignants mettent régulièrement la pression sur le gouvernement. Un groupe de travail a été mis en place qui a fait un travail. Les conclusions ont été remises au chef du gouvernement cette semaine. Et avec un protocole d'accord également, on entend les prochains jours qu'une solution soit apportée aux enseignants. Et on souhaite qu'une solution aussi soit apportée également aux praticiens hospitaliers pour que vous continuiez par nous soigner. Parce que nous avons peur aujourd'hui de tomber gravement malade. On n'est pas sûr d'être pris en charge ici au Togo. Peut-être qu'on aura l'occasion de partir aussi à l'extérieur pour nous faire soigner. On a écouté un ministre qui a dit ça une fois, qu'il ne se soigne pas ici. Non, c'était le Premier ministre à Oumézounou à l'époque. Oui, le premier des ministres. Oui, le Premier ministre qui l'avait dit. Il était donc chef du gouvernement. Il était dans une situation où, bon, il a lâché ça. Mais je pense que c'est vraiment... il a dit tout haut, c'est que les gens pensent... ce que beaucoup de nos autorités pensent tout bas. Parce que beaucoup le disent. Beaucoup de nos autorités disent que d'ailleurs, ils ne fréquenteront pas nos formations sanitaires. Très bien. Alors, nous allons maintenant parler de la synergie des travailleurs du Togo. Il se trouve que vous êtes aussi l'un des responsables de cette synergie, la SCT. La SCT aussi qui a lancé un mouvement parallèle pour amener le gouvernement togolais à régler les problèmes au niveau de la fonction publique. Il y a beaucoup de problèmes et beaucoup de syndicats au niveau de l'administration bouillonnent sérieusement. Ce combat est pris à bras le corps par la synergie des travailleurs du Togo et cette synergie a lancé beaucoup d'actions dont la manifestation silencieuse. Pas de bruit, mais on manifeste quand même samedi prochain à partir de 9h. Mais il se trouve qu'hier, le contre-amiral Fogan Adegnon, qui est le président de la délégation spéciale de la commune de Lomé, a adressé un courrier à la SCT après avoir discuté avec vous les responsables. Et la décision ou copie de cette lettre d'information, nous l'avons eue, où il vous est demandé de surseoir à la dite marche de protestation afin de maintenir la sérénité au cours du dialogue selon l'esprit de la facilitation. Bon. C'est vrai que la coordinatrice générale de la synergie semble avoir adhéré à la demande du président de la délégation spéciale, le contre-amiral Fogan Adegnon. Qu'est-ce à dire finalement tout ça? Vous renoncez à votre manifestation parce que des politiques se sont entendus dans une salle pour que eux deux ne manifestent pas et que ça vous engage, c'est ça? C'est difficile, monsieur Rigato. C'est difficile parce que on accumule la frustration. Nous sommes des travailleurs et nous demandons à manifester pacifiquement et silencieusement pour demander des choses. Qu'est-ce que nous demandons? Oui. Que nos camarades enseignants qui ont été jetés en prison à Kara soient libérés. Nous demandons que les problèmes posés par le secteur de l'éducation soient réglés. Que les problèmes posés au niveau du secteur de la santé soient réglés. Et au-dessus de ça, il y a le problème de la valeur indiciaire qui a été posé depuis 2013. Ah oui. Et ça aussi, il n'y a pas eu de solution? En 2013, il y a eu un accord en juin. Oui. Qui a consacré le relèvement de la valeur indiciaire de 6%. Nous demandions 100%. Ah. La valeur indiciaire a été relevée de 6%. Seulement. Nous demandions également que l'indemnité de départ à la retraite soit réinstaurée. Et que nos aînés qui sont partis à la retraite avec les arriérés de cette indemnité soient versés. C'est seulement les 2 points. La valeur indiciaire, l'indemnité de départ à la retraite, puis les problèmes particuliers des différents secteurs, parce que ce n'est pas seulement
au niveau de l'éducation et de la santé. Il y a aussi les auxiliaires de la justice, Oui. les greffiers. Il y a aussi les fonctionnaires du ministère de la fonction publique. Il y a aussi le statut des fonctionnaires de police. Ah, la police aussi. Il y a le statut particulier des fonctionnaires de la police qui ne connaît pas encore de décret d'application. C'est pour tout cela que vous voulez manifester silencieusement samedi prochain, Écoutez, après-demain. ce sont les agents de l'État. Il s'agit des revendications des agents de l'État. Et nous avons choisi de marcher silencieusement et de façon pacifique pour exprimer notre mécontentement et surtout demander, dans un premier temps, que les enseignants emprisonnés à Kara puissent être relâchés. Et hier, nous avons été reçus. Nous, le bureau du Saint-Fort, nous avons été reçus par le président de la délégation spéciale de la commune de Lomé. Et au cours de la rencontre, il a évoqué cette marche. Nous avions dit que, oui, nous étions une organisation membre de la synergie des travailleurs du Togo, mais en rapport avec la lettre qui lui a été introduite pour la marche du samedi 31, c'est vraiment la coordination de la synergie des travailleurs du Togo qui doit recevoir la réponse. Donc, Et- c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la SCT a demandé à l'autorité ou a averti l'autorité qu'elle manifestera silencieusement samedi prochain. Et c'est le Saint-Fort qui a été appelé par le maire C'est aux le, discussions. c'est le Saint-Fort qui a été invité par le maire. Bon, c'est ce qui s'est passé hier. J'avoue que nous n'avons pas compris grand-chose. Ou que vous supplantez la SCT Nous finalement. n'avons pas compris grand-chose, mais ça bon, on ne prête pas trop attention à la forme. Le fond nous importe. Et donc, il a évoqué, le président de la délégation spéciale de la commune de Lomé a évoqué avec nous des questions de la santé. Il nous a dit ce qu'il pensait. Nous aussi, nous avons dit notre vision des choses. Sur la manifestation, nous lui avons dit que c'était plutôt à la coordination qu'il devait s'adresser. Et c'est ce qui s'est passé dans l'après-midi d'hier. Et nous avons eu la copie, réponse de sa lettre que vous avez sous vos mains. Mais c'est-à-dire que les acteurs politiques se sont entendus pour ne pas manifester pendant la durée du dialogue. Je dis les acteurs politiques. Il n'y avait aucun acteur social avec eux. Il n'y avait aucune organisation de la société civile avec eux. Mais la question que nous nous posons est de savoir, est-ce que dans notre pays, tout est politique finalement? Non. Est-ce que tout est politique finalement? C'est-à-dire, partout c'est la politique. Partout. Sinon, pourquoi un règlement intérieur dont la norme est largement inférieure à une constitution est appliqué à nous, acteurs sociaux? Vous avez le sentiment aujourd'hui que nous avons une constitution au Togo, des gens se sont entendus pour la mettre entre parenthèses et vous l'opposent aujourd'hui. C'est exactement le schéma. Nous avons l'impression comme la constitution est suspendue. C'est comme si les libertés publiques sont suspendues. Les acteurs politiques, ils sont politiques. C'est vrai, la politique détermine beaucoup de choses. La politique détermine beaucoup de choses, détermine beaucoup d'aspects de la vie du pays. Mais le pays ne se résume pas aux politiques. En quoi est-ce que un règlement intérieur entre politiques peut suspendre les libertés fondamentales? Parce que la liberté de manifester est une liberté fondamentale. Nous ne comprenons pas. Et encore, Oui. dans ce que les acteurs politiques se sont dit, nous avons la compréhension qu'il s'agit des manifestations à caractère politique. Oui, puisque ce sont des politiques. Ce sont des politiques. Est-ce que c'est parce qu'il y a un dialogue en cours
Oui, même si le président de la délégation spéciale de la commune de Lomé nous dit que c'est pour la sérénité, est-ce que le fait que les politiques se sont entendus, cela entrave d'autres libertés? Cela pose un gros problème. Est-ce que c'est parce que les politiques se sont entendus que la vie sociale du pays ne va plus se poursuivre, que la vie économique ne va plus se poursuivre? Nous ne comprenons pas. Alors, est-ce que vous allez attaquer cette décision? Là, visiblement, on ne vous donne même pas beaucoup de temps pour le faire. C'est ça. La loi sur les manifestations publiques demande un certain nombre de délais. Exactement. Ce qui est sûr, c'est que nous allons répondre au président de la délégation spéciale de la commune de Lomé pour lui dire ce que nous pensons du refus qui nous a été opposé et de l'argument qui a été évoqué, notamment l'interdiction des manifestations publiques pendant la tenue du dialogue politique. Mais au-delà de ça, il se peut que nous posions des actions. Mais il faut que nous nous entendions au sein de notre coordination et surtout avec notre base demain à l'Assemblée Générale à 16h au centre communautaire de Tokoin. Demain. Parce que dans la foulée, la coordinatrice a répondu. Enfin, elle a envoyé un message aux camarades, aux travailleurs pour dire que, vu ce climat, il serait judicieux que nous puissions surseoir à cette marche. Le Conseil a été informé et demain, l'Assemblée Générale la visera. Les travailleurs nous diront ce qu'ils pensent. Et nous tous, nous saurons si nous devrions entreprendre d'autres démarches auprès d'autres institutions de la République pour expliquer notre indignation face à cette situation. Vous pouvez être amené à saisir la Cour constitutionnelle pour voir la violation de la Constitution, par exemple? Je pense que c'est une situation qui peut effectivement faire l'objet de saisine de la Cour constitutionnelle pour qu'elle se prononce sur la validité d'une telle décision. Nous sommes en droit. Même si c'est un simple citoyen. Nous sommes vraiment en droit de contester cette décision du président de la délégation spéciale de la commune de Lomé. Alors, que va-t-il se passer si demain l'Assemblée Générale décide quand même, en dépit de l'interdiction telle qu'opposée aujourd'hui par le contre-amiral Fogan Adénion, si la base décide demain, vendredi, de manifester silencieusement samedi, est-ce que vous allez suivre la base plutôt que de suivre les autorités pour éviter des grabuges? Écoutez, nous avons un mode de fonctionnement au niveau de la synergie des travailleurs du Togo. Et pour rien au monde, nous ne pouvons nous déroger de ce mode de fonctionnement. C'est-à-dire? L'Assemblée Générale est souveraine. Elle est souveraine. Si demain les travailleurs, après avoir analysé les différents scénarios, les différents cas de figure, estiment que nous devons maintenir la manifestation, nous sommes qui pour aller à l'encontre de cette décision? De l'autre côté également, nous devons être capables d'anticiper et d'envisager, de présager ce qui peut se passer. Lors de la manifestation. Lors de la manifestation. Bah, on va vous disperser, ça, y a et, pas, y a et pas d'examiner toutes les conséquences possibles. On vous dispersera. Il nous appartient donc d'apprécier et de prendre la bonne décision. Et chaque travailleur, en tout cas, a son avis à donner. Et vous avez obéissance quand même à la loi de la République. Nous avons ce devoir. Nous avons ce devoir, effectivement. Alors, on voit clairement que la situation devient quand même tendue, hein, que ce soit au niveau du Symphot et de la synergie. Et les travailleurs dans tout ça, est-ce qu'ils se retrouvent? Déjà, vous avez des contacts? Les travailleurs sont emprisonnés, M. Rigato. Les travailleurs sont emprisonnés.
Il y en a 4 qu'on a pris et qu'on a jetés en prison à Kara. Il semble qu'ils ne sont pas emprisonnés parce qu'ils sont enseignants. Ils sont travailleurs quand même. Oui, ils sont travailleurs, bien sûr. Ils sont travailleurs quand même. Oui. Et vous ne trouvez pas que ce soit normal que, par solidarité, les travailleurs demandent qu'on les relâche? Pourquoi les syndicats existent? Un petit peu comme ce que vous aviez fait lorsque votre confrère, le professeur Majesté Iou Wateba, a été pendant des jours gardé au SRI. Vous avez été solidaire. En tout cas, c'est les mêmes circonstances. C'est quasiment les mêmes cas de figure. D'accord, une enquête judiciaire en cours, ok. Mais nous demandons qu'ils retrouvent leur liberté. Qu'on les relâche et que l'enquête se poursuive. Est-ce qu'ils ont commis un crime? Ça, c'est le juge qui décide. Oui, mais est-ce qu'ils ont commis un crime? C'est pas le syndicat qui décide. Oui. Vous et moi, nous ne pouvons pas qualifier les faits de justice. C'est exact. Mais est-ce qu'ils ont tué? Mais ceux qu'on met en garde à vue, ce n'est pas que ceux qui ont tué. Ça, vous le savez. Qui sont ceux qu'on met en garde à vue? C'est le juge qui apprécie. Les travailleurs demandent que leurs camarades retrouvent la liberté et que la justice continue son travail. Ça va être difficile, votre assemblée générale demain. Est-ce que vous le voyez venir? Difficile ou pas, les travailleurs sont déterminés. Difficile ou pas. La base vous imposera des choses auxquelles vous ne pouvez pas vous soustraire. À savoir, on maintient la manifestation pour samedi. En face, il y a l'autorité. Oui, si telle est la décision, nous échangerons toujours. Nous prendrons la bonne décision qui convient. Nous échangerons. Je l'ai dit tout à l'heure, l'Assemblée générale est souveraine. Si les camarades décident qu'on maintienne la marche, nous devons pouvoir nous donner les moyens de la réussir sans qu'il y ait de problème, sans dégâts collatéraux. Est-ce que nous avions les moyens? C'est une question qu'il faut mettre sur la table. Est-ce que vous avez les moyens? Si nous n'avons pas les moyens, qu'est-ce qu'on fait? Ça va certainement être une question sur la table demain. Si jamais la base demande qu'on maintienne la manifestation. Alors, l'autorité chargée de réguler dit ne marchez pas. Est-ce que nous allons outrepasser cette voie? Avec quelles conséquences derrière? Ça va être l'ensemble des questions que nous allons mettre sur la table et en toute responsabilité nous déciderons. Très bien. Ben, on arrive à la fin de l'entretien de ce matin. Professeur Achiwala, quel est votre message finalement et à l'endroit des populations, celles qui nous écoutent, et à l'endroit de l'autorité? À l'endroit des populations, je voudrais demander, et ça c'est vraiment la voix du syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo, je voudrais demander plutôt à la population de ne pas assister muette à cette situation. Il faut qu'elle arbitre cette situation-là. En faisant quoi, par exemple? Il faut que la population sache elle a le droit aux soins. Si elle n'a pas les soins, elle a aussi le droit de demander que les autorités puissent mettre ou créer les conditions pour qu'elle puisse avoir accès à ces soins. Vous ne l'appelez pas à descendre dans la rue quand même, hein? Les populations togolaises ne sont pas... Elles ne sont pas des populations qui ne sont pas intelligentes. Chaque citoyen, c'est ce droit, ce à quoi il a droit, et quels sont ses devoirs de l'autre côté. Donc vraiment, les populations doivent pouvoir arbitrer la situation actuelle. Parce que si les hôpitaux sont rééquipés, si de nouveaux hôpitaux sont construits,
si on recrute du personnel, c'est pas seulement pour les agents de santé. C'est pour tout notre pays. C'est pour tous les capitales santé de notre pays. Vous êtes émerveillé par ce qui s'est passé au Niger la dernière fois avec leur centre? Comment ne pas être émerveillé par ça? Quand vous regardez les pays qui nous entourent, les hôpitaux poussent tous les jours. Au Ghana, Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Peut-être que si l'océan Atlantique avait été un pays, des hôpitaux pousseraient. Non, en même temps, on ne va pas tout noircir au Togo, hein, vous savez. Je ne dis pas que tout est noir. Mais il y a un passif qu'il faut liquider. Et passer à autre chose. Les gens ont été formés pour assister, pour aider, pour apporter de la compassion. Ils sont pleins de volonté. Donnons-leur les moyens de s'exprimer. Ça, c'est votre message à l'endroit des populations, à l'endroit des autorités maintenant. À l'endroit de nos autorités, je voudrais dire que la situation actuelle, elle ne nous arrange pas. Elle ne les arrange pas non plus. Elle arrange encore moins nos populations. Mais elles ont le devoir, nos autorités, elles ont le devoir de s'asseoir avec nous. Elles ont le devoir de négocier cette plateforme-là pour que la sérénité revienne, pour que la paix sociale, pour que la tension sociale qu'il y a puisse baisser. Très bien. Professeur Achiwala, merci d'être venu nous voir ce matin. C'est plutôt moi qui vous remercie. Vous êtes très occupé. Malgré ces moments de grève, vous ne chômez pas forcément. Vous travaillez beaucoup. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin. Merci à vous, amis auditeurs, de nous avoir suivis. Je rappelle que le professeur Achiwala, le secrétaire général du syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo. Merci à vous tous. Merci à Jack Prosper qui a assuré la coordination technique. Appelez-moi Saint Rigaton. On se retrouve demain pour une nouvelle aventure sur la radio. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Taxi FM. C'est une fenêtre ouverte sur l'actualité d'ici et d'ailleurs.